France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en pleine forme. C'est parti jusque 18h en ce mardi. Ravi de vous retrouver dans un instant avec un jardinier et un centriste. Philippe Boriachi, Abdestamitash qui sont avec nous jusque 18h. NTM à l'instant avec Fianso, ça c'est du bon, hein, c'est vers chez vous, hein, les gars, hein, vers chez toi, Abdeslam. Ouais, chez moi carrément. Chez toi carrément, Blanc-Ménil, voilà, du bon son du 9-3 comme on l'aime, en tout cas en guise de coup de cœur du LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Abdestamitash, avec Philippe Boriachi et donc cette déclaration de Gued Salah, le chef de l'état-major algérien, qui prévient à peine un peu menaçant quand même vis-à-vis de ceux qui manifestent, puisqu'il a dit exiger le départ de l'ensemble des personnalités symbolisant le système héritier du président déchu Bouteflika est irraisonnable, voire dangereux. C'est ce qu'a estimé donc hier le chef de l'état-major algérien, Gued Salah. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je vous propose justement et avant toute chose de l'écouter quand même, Gued Salah. C'est hier donc qui s'est exprimé. C'était en Algérie à l'occasion d'un déplacement. Gued Salah hier, on écoute un extrait de son discours. Les résultats réalisés jusqu'à là dans le domaine de la lutte contre la corruption constituent une des exigences fondamentales des Algériens fidèles, loyaux et jaloux de leur patrie. Des résultats qui vont dans la bonne direction, en harmonie avec la fédération des efforts et la convergence des visions entre l'armée et le peuple. Dans le cadre de cette harmonie, il est préférable que les marches se caractérisent par un niveau raisonnable et suffisant d'organisation et d'encadrement efficace pour faire émerger de vrais représentants qui se distinguent par leur sincérité et intégrité pour transmettre les revendications légitimes de ces marches, en leur évitant toute forme d'anarchie et de tomber dans le piège de l'infiltration par les individus ayant des plans suspects qui utilisent ces manifestations comme un portail pour scander leurs slogans et brandir leurs bannières et une passerelle pour transmettre certaines revendications irrationnelles telles que l'exigence du départ collectif de tous les cadres de l'État sous prétexte qu'ils représentent les symboles du système. Il s'agit d'une revendication non objective et irraisonnable, voire dangereuse et malveillante, qui vise à déposséder les institutions de l'État de ces cadres et les dénigrer. Ces cadres qui ont eu le mérite de servir leur pays à tous les niveaux avec intégrité et dévouement. Et nul n'a le droit de se substituer à la justice en leur proférant des accusations et en réclamant leur départ. Le but de ces instigateurs et ceux qui gravitent autour d'eux est de barrer la route à toutes les solutions possibles et de plonger le pays dans une impasse politique préméditée afin d'atteindre leurs objectifs, d'entraîner le pays vers le vide constitutionnel. Dans ce cas, les manifestations populaires deviennent une monture facile pour ces individus afin de promouvoir des idées qui ne servent pas l'Algérie et qui ne se conforment nullement aux revendications populaires scandées. Aussi, il devient impératif de revoir la manière d'organiser ces manifestations et la nécessité de les encadrer par des personnes ayant un esprit nationaliste responsable qui craignent Allah quand il s'agit de leur peuple, leur patrie et les institutions de leur État et œuvrent à transmettre les revendications populaires dans le cadre d'un dialogue sérieux et constructif avec les institutions de l'État, prenons en considération les revendications réalisées jusqu'à présent grâce à l'accompagnement permanent de l'armée nationale populaire qui s'est engagée à ne pas être partie prenante à ce dialogue escompté. Gued Salah hier qui a également parlé également et espérant la tenue d'élections sans nommer la date du 4 juillet d'ailleurs, reprenant ainsi quelques erreurs de la presse algérienne y compris française qui parlait de Gued Salah qui a effectivement appelé à la tenue d'une élection le 4 juillet. Non, Gued Salah continue d'appeler à des élections mais en ne citant pas la date du 4 juillet. Erreur en tout cas peut-être de traduction. Quoi qu'il en soit, les avertissements ou l'avertissement de Gued Salah vis-à-vis des manifestations, vous voulez le départ de tout le système, c'est un peu irraisonnable, c'est un peu irréaliste, c'est ce que vous dit en clair Gued Salah. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Abdestamitash?
Alors d'abord, un point, il parlait de la convergence des visions entre l'armée et le peuple. D'abord pour lui répondre que l'armée est issue du peuple et que les gens qui justement assurent la sécurité de l'État et du pays sont déjà issus du peuple. Que bien sûr, il était question, et à l'époque et encore aujourd'hui, le peuple voulait justement que l'armée justement soit avec le peuple. Donc ça c'est une chose qui a plutôt bien marché. Ouais. Ensuite, il met en garde sur les plans suspects concernant certaines personnes qui souhaiteraient justement dévoyer le projet justement des Algériens qui souhaitent justement jouer pleinement leur rôle dans cette nouvelle Algérie, mais il met en garde aussi sur cette dépossession de l'État de ses cadres. Et naturellement, moi je suis plutôt d'accord avec lui, on ne peut pas comme ça jeter comme ça au loup l'ensemble des cadres algériens. Ouais. On est en Algérie dans un état de droit, il y a une justice, si on est dérangé par la justice, les gens répondront de leurs actes, s'ils ont commis des erreurs, ils seront jugés et condamnés. Oui, Et mais moi, c'est un je suis peu pas- un dégagisme un peu, Ouais. c'est devenu à la mode, quoi. Oui, ce mais c'est devenu à la dégagisme mode, qui mais- s'opère en mais- Algérie là, en ce moment. Je crois qu'il faut dépasser la colère Ouais. et se dire aussi que on a aussi pas mal de gens qui sont d'une grande malveillance et qui ne cherchent qu'une chose, Oui. c'est déstabiliser l'Algérie. Et Ça, il il faut le surtout rappelle, pas- il le rappelle à longueur de discours, Gaët Salah, là-dessus. mais à juste titre, pour le coup, parce qu'on sait très bien, Christophe, que on a des gens qui sont malveillants. Je pense notamment à un parti que l'on voit tout le temps. Lequel Le MAC. Le MAC, oui. Le MAC. Ouais. Alors ils sont insignifiants certes, mais ils sont là et en plus ils font appel à des entités étrangères pour justement chercher à déstabiliser l'Algérie. Donc Bon. je vais pas aller plus loin. Sur Ouais, ce- non, sur ce on aura détail-là. peut-être le temps d'aller plus loin tout à l'heure. D'accord ou pas d'accord, en tout cas, avec les mots de Gaët Salah Moi je suis hier. plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Moi, je Eh suis bien, plutôt d'accord. vous êtes minoritaire à être d'accord, puisque vous êtes, je crois, 33% à être d'accord sur Facebook, France Maghreb 2. Vous continuez de voter d'accord ou pas d'accord avec Gaët Salah. France Maghreb 2, donc sur Facebook, sur Twitter, le Grand Forum FM2, et sur Instagram, je crois aussi, Christophe le Grand Forum pour voter. Parce que c'est là que ça se passe maintenant, Instagram, les gars. Philippe Bourriéchi, d'accord ou pas d'accord avec Gaët Salah? Complètement d'accord avec le général Gaët Salah. Ok, il faut appeler à un renouveau, il faut appeler à un sursaut, soit. Mais tu peux pas faire cette transition du jour au lendemain, d'autant plus que la formation des futurs cadres, des futurs dirigeants Ouais. est inexistant. Alors la faute au système actuel qui est dénoncé, mais tu vas quand même pas demain laisser le pays s'enfoncer vers une crise sans précédent. Et je rejoins Abdeslam, effectivement, rappelle-toi, moi je l'avais dit il y a quelque temps d'une manière un petit peu plus directe, en disant pas d'impunité, pas de paix, pas d'immunité, pas de paix, exactement, certains l'avaient dit. On voit que Gaët Salah, en tout cas, a enclenché un processus rapide. On a vu plusieurs personnes, et non des moindres, se faire arrêter, d'ailleurs ordonné par un juge et un procureur militaire, et c'est la police militaire qui est venue mettre les menottes, pas n'importe qui, Saïd Bouteflika, qui était Le frère du président. le frère du président démissionnaire. Donc il faut que les choses se fassent, mais il faut leur laisser le temps de la transition. Et je crois qu'on a été tous d'accord pour dire que la date du 4 juillet pour l'élection Elle est pas présidentielle- tenable. Ouais, elle est plus C'est pas- d'actualité, mais il c'est- l'aborde pas. Mais non, Non, ouais, d'ailleurs, pas, contrairement à ce qui a été écrit, parce que c'est vrai, c'est assez intéressant de voir que dans tous les articles hier, on pouvait lire Gaët Salah favorable à la tenue de l'élection du 4 juillet. Non, il a jamais dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a tout à fait. dit qu'il était favorable à la tenue d'élection, ça c'est vrai, d'accord. Mais jamais il a nommé le 4 juillet parce que Mais ça rappelle-toi, très bien que c'est pas tenable de toute façon. La semaine dernière, c'est ça, au micro de France Maghreb 2, je disais qu'il serait temps quand même que alors, j'ai peut-être commis un lapsus en disant le président Gaët Salah, mais on sait très bien que in fine C'est lui l'homme du pouvoir en ce c'est moment, lui. ouais. Bah, c'est lui, Ouais, c'est lui. ouais. tout à fait. Bon. Ça serait bien qu'il donne une garantie sur au moins un créneau dans lequel les choses se feront, les modalités, parce que on est bien d'accord que normalement l'élection doit se faire 90 jours. Lorsqu'on suit la Constitution, Gaët Salah a garanti que l'armée serait la garante du peuple et de la Constitution. Ouais. Donc ça doit se faire 90 jours après la démission de Bouteflika. 01 40 33 9000, d'accord ou pas d'accord avec le général Gaët Salah, le chef d'état-major de l'armée algérienne, qui prévient en disant attention, on ne pourra pas se débarrasser du système comme ça. Pas d'un coup de baguette magique, il faut que ça se passe par étapes, en quelque sorte, si j'ai bien compris. Faisons les choses de manière
manière constitutionnelle. Exactement. Et tout ira bien. C'est ce que veut Gaët Salah, sauf qu'aujourd'hui on aperçoit de plus en plus à Desnem. Est-ce que c'est inquiétant justement des pancartes anti-Gaët Salah, vraiment de plus en plus? Mais c'est un homme du système, ça c'est une certitude. Oui. Aujourd'hui, prenons un instantané. Il est quand même celui qui est en train de faire un sacré ménage dans tout ça. Alors, je disais tout à l'heure en préambule que l'Algérie était un état de droit et que le droit s'appliquait et que si il avait participé dans quelconque malversation, il serait jugé et condamné. Donc ça, on n'y dérogera pas et il n'y dérogera pas. Moi, ce que je veux juste dire et mettre en garde sur ce vide constitutionnel et de toute façon, cette date du 4 juillet qui avait été évoquée à l'époque, c'était ni plus ni moins la Constitution qui disait que lorsque le président en intérim était en place, qu'on avait 3 mois justement pour procéder à des élections. Vous imaginez un instant si le pouvoir en place avait dit nous n'organiserons pas dans 3 mois tel que la Constitution le dit, mais que dans 6 mois. Ça aurait été très très mal interprété. Bon, alors on va accueillir, si tu le permets, Abdeslam, Philippe Bouriachi, Salim qui est avec nous, 01 40 33 9000, pour nous dire s'il est d'accord ou pas d'accord avec les déclarations de Gaët Salah. Bonsoir Salim. Oui, salam alaikum, bon ramadan à tous. Bon ramadan Salim, bienvenue à vous. Pas d'accord. Pas d'accord. Pourquoi pas d'accord? Parce que ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Gaët Salah nous parle de gens intègres, etc. Il y a combien de photos sur Internet où il est avec Bouteflika, Saïd Bouteflika, Ali Haddad, tous les oligarques mafieux crapuleux qui ont pillé l'Algérie. Ali Haddad, ils lui ont donné 50 000 hectares dans la wilaya d'Al-Bayyad, on ne sait même pas pourquoi. On leur a offert des milliards de crédits bancaires, il était avec eux. Donc hier, alors comme on dit, il mange avec le loup quand le loup attaque la bergerie, et après il vient aujourd'hui pleurer avec le berger. Ça n'a absolument aucun sens. Il n'est pas crédible. Son poste aujourd'hui est inconstitutionnel. Il est vice-président, vice-ministre de la Défense, il n'y a pas de ministre de la Défense. Comment peut-il oser, en s'immisçant comme ça dans la politique interne algérienne, parler de constitutionnalité ou de vide constitutionnel? Ça n'a aucun sens. Alors Abdeslam peut-être va te répondre, peut-être, parce que t'as pas l'air d'accord, Abdeslam. Non, mais je suis pas d'accord. Aujourd'hui, ne parlons pas du Gaët Salah qui était dans le système auparavant, parce que vous êtes en train de lui faire un procès. Moi, ce que je veux juste vous dire, il n'a pas été mis en examen, il n'a pas été condamné. Moi, je suis pour justement une justice transparente. Et s'il doit rendre des comptes, il rendra des comptes. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que à l'heure actuelle, c'est l'armée qui justement permet à l'Algérie d'avoir cette stabilité à l'identique de ce qui s'est passé il y a quelques années. Je vais pas vous refaire toute l'histoire des années 90 où justement il y avait des hommes sont montés dans les maquis et naturellement l'armée avait justement pris la direction et avait assuré la sécurité du pays avec les barrages et tout le détail. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que l'armée, que vous le vouliez ou non, assure la stabilité de l'Algérie. D'accord ou pas avec ça, Salim? Il faut arrêter avec ce chantage de la stabilité de l'Algérie. L'Algérie est déstabilisée économiquement par la planche à billets de Ouihia. Ils ont imprimé 5 600 milliards de dinars. Oui. C'est beaucoup plus dangereux qu'une invasion terrestre. Il faut arrêter avec le chantage du terrorisme, ça ne marche plus. Non, je vous parle pas du chantage du terrorisme, je vous parle seulement du passé. Non, le peuple algérien dans la rue, il y a 20 millions d'Algériens. Vous me faites dire ce que j'ai pas dit. Allez-y. Gaët Salah dégage. Donc, franchement, moi je ne comprends pas. Vous avez le droit, c'est votre choix. Mais, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez... J'ai compris Chétan, moi, le diable. C'est un peuple qui dit Gaët Salah dégage. Dire l'inverse, c'est risqué. Dire l'inverse, c'est risqué. Parce que c'était pas 20 millions de dire Gaët Salah dégage, Salim. Il y a des intellectuels, il y a du populaire, il y a de tout. Et ils sont tous d'accord pour une chose, c'est qu'on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Bien sûr, mais Salim, Philippe Bouriachi, je pense que tu soulèves quelque chose d'intéressant, mais il faut permettre cette transition. Et aujourd'hui, en tout cas, Gaët Salah montre des signes qui vont dans ce sens. Alors peut-être qu'on souhaiterait que ça aille plus vite. Il faut être prudent. Je voudrais juste rappeler quand même qu'il y a plus de 100 personnes qui ont été arrêtées et qui ne sont absolument pas algériens. Et les enquêtes qui sont menées dans un premier temps, alors je ne sais pas si on peut parler d'ingérence étrangère, en tout cas montrent visiblement que certaines personnes, certaines puissances
du Moyen-Orient ont tout intérêt à ce que l'Algérie brûle. Donc, Avant le 22 février, Gaïd Salah, il était aux Émirats Arabes Unis. Oui, exact. Qu'est-ce que va faire Qaïd al-Arkan aux Émirats Arabes Unis? Cérémonie, je veux comprendre. Salim, deuxièmement, est-ce que vous avez lu le premier chapitre du Grand Manipulateur de Marc Endeveld aux éditions Fayard, qui est sorti il y a quelques semaines, et qui vous explique comment la franc-maçonnerie et les réseaux mafieux Alexandre Djouri et toute la clique détruisent et pillent l'Algérie en mettant l'argent des oligarques dans les paradis fiscaux. Ouais, voilà, attendez. La même l'étranger, elle était en Algérie avant. Attends, laisse finir. Du 22 février. Ouais. Il faut arrêter avec ce chantage bidon. D'ailleurs, ça ne marche plus, vous l'avez remarqué. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée que ce principe de Itnaha ou guerre est quand même dangereuse pour l'Algérie, parce que il y a quand même des cadres en Algérie qui assurent la stabilité du pays, et que si demain vous sortez tout le monde, uniquement sortir les gens pour les sortir, vous nuisez à l'intérêt de l'Algérie. Bon, alors Salim, bouge pas, il y a Sofiane Lakdari là, qui est notre spécialiste Algérie ici. Il t'a entendu, il n'est pas d'accord avec toi, il veut te le faire savoir. Salut Sofiane. Salut Sofiane. Oui, salut Christophe, salut Salim, salut Abdel, salut Philippe. Non, j'ai pas tout entendu, en vérité, moi ce que j'ai entendu c'est juste... Ah bah pourquoi il raccroche Salim? Bah alors? Bon, bah c'est pas grave. Salim, rappelle-nous Salim, 01 40 33 9000. Il vient de raccrocher Salim. Qui nous rappelle, il n'est pas d'accord du tout avec les déclarations de Gaïd Salah qu'on a énumérées, donc puisqu'il dit voilà que Gaïd Salah faisait partie du système, que Gaïd Salah fait partie voilà, il n'a plus, comment il a dit, rappelez-moi les gars, il n'a plus légitimité, que il a mangé avec les loups, etc. Allô? Et c'est vraiment, bref, il n'y a aucune logique. Il a parlé d'une réunion aux Émirats, il y avait le salon de l'armement. Oui, c'est ça. Il va pas y aller. Il a pris des photos aussi, il est venu en France, il est venu c'est chef des armées, c'est le vice-ministre de la Défense, il ne doit pas se déplacer. C'est ce slogan, on a une implication directe du Qatar avec sa chaîne de télévision Al Jazeera et le projet des frères musulmans, mais on parle pas de ça, on se fixe sur les Émirats. Les Émirats, ils n'ont aucun projet en Algérie. Les Émirats, ce qu'ils ont comme projet, c'est d'affronter les frères musulmans. Et pour le moment, c'est pas encore le combat en Algérie. On est soit dans une transition avec des élections, avec tous les défauts qu'elle a la constitution algérienne, ou bien on a une constituante. Et la constituante poussera l'Algérie à sortir en dehors de la constitution actuelle. Bon. Et c'est le cas aujourd'hui qui est au Soudan, c'est le cas qui a été fait en Tunisie et en Égypte. Et on voit bien le résultat. Alors, s'il y avait un résultat concrétisant pour cette méthode, à savoir de sortir de la Constitution, ils nous disent, voilà, quelle est la feuille de route de Salim s'il est opposé au discours de Gaïd Salah. Gaïd Salah, il dit que nous voulons un régime, un président le plus rapidement possible. Et c'est au président à faire la Constitution, à dissoudre l'Assemblée, à dissoudre tout ce qu'il faut. Il demande à ce qu'il y ait une commission indépendante. C'est elle qui organise, c'est elle qui surveille un peu les élections pour qu'on n'ait pas de fraude. Pourquoi? Parce que le but c'est que les gens puissent élire un président démocratiquement. On est bien d'accord. Mais les autres, ils veulent vraiment un statu quo, veulent vraiment pousser à cette crise pour qu'elle perdure et qu'elle s'envenime. Mais qu'on puisse... Sofiane, est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui poussent pour que ça brûle? Mais bien sûr. Et ça les dérange que Est-ce qu'il y a des traîtres? Est-ce qu'il y a des traîtres aujourd'hui en Algérie, là, en ce moment? Non, moi je ne vais pas dire que c'est des traîtres. Non, chacun a sa vision, mais il y a des gens qui sont... Moi, personnellement, j'ai des amis à moi avec lesquels on n'est pas d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est des traîtres qui travaillent. Mais il y a d'autres qui travaillent pour un agenda bien particulier. Et ils utilisent, voilà, le discours avant. Mais avant le 22 février, le peuple algérien, il était où? Si on commence à faire le procès de toute personne qui n'a pas bougé avant le 22 février, ils étaient où les magistrats? C'est vrai, ça, Abdeslam, il était où le peuple algérien avant le 22 février? Il était en Algérie. Bah oui, d'accord. Mais bon. Oui, il était absent. Maintenant, il était absent, on a toujours dit que le pouvoir en Algérie se base sur 3 piliers. Il y a l'armée, il y a les renseignements et il y a le Mouradia, la présidence. Il y a un acteur qui est venu après le 22 février, le peuple. L'armée s'est rangée aux côtés du peuple. Exact. Elle est en train d'éliminer les deux autres qui ont poussé à ce que l'Algérie ne se développe pas. Bouge pas, t'as 2 secondes, Sofiane. On accueille juste Mohamed ensemble, voir s'il est d'accord ou pas d'accord avec Gaïd Salah sur ce qu'il a dit. Effectivement. Bonsoir, Mohamed. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'accord ou pas d'accord avec Gaïd Salah, Mohamed? Pas du tout d'accord avec Gaïd Salah. Pourquoi? Parce qu'il nous raconte, déjà d'une, il n'est pas crédible. De deux, il occupe un poste qui normalement devrait même pas exister. Parce que là, il est vice-ministre de la Défense, alors qu'il n'y a pas de ministre de la Défense, proprement dit.
Et de 2, il parle du vide constitutionnel, alors qu'on n'en est pas encore là. De 3, comment voulez-vous organiser Organisez quoi, Mohamed? Allez-y, reprenez-vous. Organiser les présidentielles sous la houlette de Bedoui. C'est lui qui a trafiqué tous les anciennes. Mais si vous permettez, tout à l'heure on parlait du 4 juillet. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ça n'est pas tenable? Oui, on est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que Gad Salah n'a pas parlé du 4 juillet, hein? On est d'accord, hein? Ouais. Si on avait annoncé une date, admettons. Il parlait du 4 juillet, non, pas du tout, pas du tout. Non. Ne tombez pas dans le piège dans lequel est tombée toute la presse hier soir. Gad Salah n'a jamais parlé du 4 juillet. Il a parlé d'élections, il est pour tenue d'élections. Il n'a pas nommé expressément le 4 juillet. Donc là, c'est une erreur, y compris de la presse algérienne, qui est tombée dans le piège. Vraiment. Oui, c'était un principe constitutionnaliste qui disait que une fois que le président intérim était en fonction, qu'il fallait 90 jours pour procéder à une élection. Mais ce que je veux juste dire, et je mets l'accent sur ce point-là. Et on en termine là. Ouais, et on en termine là. Si on avait annoncé, admettons le 4 décembre, vous imaginez la levée de bouclier, on aurait dit, encore une fois, vous avez violé la Constitution, et la Constitution dit 90 jours. Le seul problème, c'est que on a une opposition qui est médiocre en Algérie parce qu'on n'a pas de leader qui aujourd'hui sort du lot et qui permet justement. Ouais, mais elle a été bâillonnée cette opposition. Mais bien sûr, mais elle a été achetée. Des années. Bouteflika l'a achetée, placée. Elle a été achetée. Ah oui. Elle n'a jamais existé, ou alors si elle a existé, elle a été achetée. Ils avaient l'argent pour les faire taire. Ils avaient l'argent pour les faire taire. Je voudrais juste rapidement, Philippe, relever quelque chose qu'a dit Salim tout à l'heure. Je voudrais qu'on arrête de diffuser cette information qui cristallise des haines, des rancœurs et des peurs sur la franc-maçonnerie. Dire que la franc-maçonnerie métropolitaine en France. Toi, tu fais partie de la loge? Non, mais c'est pas. Laquelle? Non, mais c'est. non, mais déjà, c'est pas la question. Si tu veux devenir élu, tu sais que ça passe par là aussi. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je voudrais juste rappeler ce qu'est à la base la franc-maçonnerie. Certains l'ont en tout cas dévoyé. Certains sont servis pour des réseaux, comme tu le dis, et se faire un nom et se faire aider. La franc-maçonnerie est une philosophie, une fraternité humaniste, universelle, qui a pour but l'élévation de l'homme, la fraternité et l'entraide. Voilà. Donc on arrête avec ces fameux rumeurs complotistes et d'accuser de tous les noms des francs-maçons. Et je voudrais rappeler qu'ils ont été aussi persécutés pendant ces folles années sombres que nous avons connues. Merci Mohamed, en tout cas pour ton appel. Merci mon Sofiane, à très bientôt. Reste vigilant, hein, s'il y a moyen. Tu nous rappelles? Non, il n'y a pas de souci. À vendredi, Sofiane. Merci, mon Sofiane. Non, c'est juste de comprendre. Après, maintenant, bien sûr, tout sa vie et comprendre. Bon. Voilà, il faut qu'on y aille parce que je vais me faire engueuler, moi. Salut, mon Sofiane, à bientôt. Salam alaikum. À tout à l'heure, peut-être. 01 40 33 9000. Dans un instant, on va parler aussi de Vincent Lambert. Faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe autour de cette affaire Vincent Lambert. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, ça s'appelle, on est là tous les jours et c'est sur France Maghreb 2, mes amis, avec jusque 18h, Abdestamitash, Philippe Bourriachi. Vous avez envie de gagner une Umrah à la fin du Ramadan? Ça vous dit? Bah oui. Également une traversée par bateau, plusieurs Umrah d'ailleurs. Eh bien, n'hésitez pas à participer à notre grand jeu concours tout au long de ce mois sacré du Ramadan. Vous envoyez Umrah, O-M-R-A. Et vous envoyez au 7 20 18 par SMS. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Ça vous dit rien, la Umrah? Ah ouais, ça? si. Ah bon? Non, mais je savais, vous sentez un petit peu indiscipliné. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant. Et nous avons d'ailleurs Mourad qui souhaite terminer ou peut-être nous donner sa version des faits sur le Gad Salah. D'accord ou pas d'accord avec Gad Salah? Vous continuez de voter en tout cas sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2, et sur Instagram, Christophe, le Grand Forum. Mourad, bonsoir. Mourad Damien. Voilà. Oui. Alors, bonsoir, moi, je ne suis pas d'accord avec Gad Salah. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Gad Salah, Mourad? Bon, parce que, d'abord, si Gad Salah il était pour le peuple, il n'aurait jamais insisté d'appliquer l'article 102 de la Constitution, hein, où le président Abdelkader Ben Salah, c'est pas un cadre de la nation, c'est un cadre d'un parti politique, hein, qu'il est le RCD, et c'est le Rassemblement non démocratique. Donc, le peuple algérien, il n'a pas demandé le départ de tous les cadres algériens, il a demandé 3 personnes. Beloui, Ben Salah et le président du Conseil constitutionnel. Voilà. Aujourd'hui, tant que ces revendications ne sont pas satisfaites,
la rue elle continuera. Et je pense que le peuple algérien il est prêt à payer n'importe quel prix pour que M. Belloui dégage, pour que M. Ben Salah Deba, c'est pas à eux de faire la transition. Et, nous avons un terreau. Alors à qui? Alors, Morad. Oui. Moi je vous entends, il n'y a pas de problème, j'entends tous ces arguments qui sont énoncés. Vous rejetez tout en pâture, il n'y a pas de problème. Alors que fait-on? Comment procède-t-on? Non, on rejette pas. D'abord, il y a des revendications à satisfaire. Ouais. Belloui doit être limogé. D'accord. Le Salah doit partir. D'accord, et après? Le président du Conseil constitutionnel, ce sont des cadres de partis politiques. Mais après, on fait quoi, Morad? Après, c'est le peuple il y a une feuille de route qui est tracée par le peuple. Mais quelle feuille de route? Il faut que la mafia politico-financière doit rendre des comptes au peuple algérien. J'ai l'impression que vous êtes un peu sur votre nuage, j'ai l'impression sur votre planète, des fois. Le peuple algérien mène une bataille contre cette mafia politico-financière qui fait des dégâts. Oui, non, mais ça, on est tous d'accord, Morad, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Morad. Il y a la feuille de route, c'est Ben Salah doit être limogé. Oui, mais d'accord, mais on fait quoi après? Ben Salah, c'est pas. Non, mais pour répondre, Morad, stop. Non. Il est un grand responsable du RND. Non, mais Morad, stop, sérieusement, arrêtez 5 minutes. Arrêtez, je veux dire, proposez des choses, soyez concrets. Mais on le propose. Mais non, vous proposez rien, vous dites il faut qu'il dégage. On n'a pas réussi à les faire dégager. Mais après, Morad, répondez. Comment voulez-vous qu'on propose? Répondez à mes questions, Morad. On a proposé le départ. Non. Morad, répondez. Donc, ça continue. Bon, on peut pas s'entendre, Morad. Ça devient pénible, franchement. Soit on discute, on débat, soit vous parlez, vous faites un monologue. C'est pas l'objet de l'émission. Morad, ce que je reproche, c'est pas un mot exact, ce que je voulais dire. Morad, on entend tout ça, il faut qu'il dégage, etc., etc. Mais maintenant, et après, on fait quoi, Morad? C'est ça le truc. On fait quoi? Bon, Morad, il continue à parler tout seul, donc arrêtez de faire des monologues, hein, c'est pas la peine d'appeler la radio pour ça. Manji. Attends, on va accueillir Manji, parce que lui, je suis sûr qu'il est pas d'accord non plus avec Gatsala, Manji, hein, c'est ça. Salut le Marseillais, c'est un doux euphémisme. Bonsoir à tous. Mais en fait, on l'a bien averti avant, je veux dire, faire confiance aux militaires. Moi, je veux bien. Donnez-moi un pays. Moi, j'avais oublié que vous aviez un problème avec l'armée. Moi, je parle des militaires. Je parle pas du petit soldat qui est aux frontières. Manji. Non, mais attendez, on propose quoi alors? Manji, moi je vous entends tous, il n'y a pas de problème. Je respecte vous. Je vous le dis. Alors, allez, dites-nous, on fait quoi? Constituante. Oui. Constituante. Quand il y a des comités qui se réunissent, il y a des étudiants qui travaillent dans les facs actuellement sur un projet constitutionnel. D'accord. Voilà, exactement, il y a des projets, il y a une feuille de route qui a été proposée par Ahmed Ibrahimi et la Troïka là que avec son nom revient. Avec maître Gouchachi là, Gouchachi. Voilà. Non, pas Bouchachi, le plus, excusez-moi, j'ai perdu son nom. D'accord, un avocat. C'est un des plus grands défenseurs des droits de l'homme depuis toujours en Algérie. Ils ont proposé une feuille de route, ils ont proposé des points, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a quelque chose qui n'est... Bon, alors attends, Boucha. Depuis le début, excusez-moi, vous savez depuis le début que Gaïd Salah voulait garder la boutique. En fait, on veut changer, mais moi, en fait, il a commencé à régler ses comptes avec ses ennemis, voilà, comme le Hanoun, tout ça, compagnie. Ouais. Moi, je vais pas pleurer sur eux parce que nous, lorsqu'on parlait des disparus, lorsqu'on parlait des journalistes, tu peux me faire au moins ce truc que j'étais constant quand même depuis toujours, même si des fois, alors que tout à l'heure tu me présentes. Vous êtes constant dans votre raisonnement, vous n'avez pas changé, c'est sûr. Voilà, mais j'ai pas changé parce que, en fait, pourquoi changer je vais pas comme il a fait Gaïd Salah actuellement. Non, mais vous en voulez à l'armée depuis le début. Embrasser le cas. Aujourd'hui, on est dans les cassonades. Il faut arrêter à un moment donné. Excusez-moi de vous excuser. Moi, j'avais soutenu un pouvoir qui vient décider à la place du peuple. Voilà, pour moi, c'est la primauté au peuple. Pour certains, ça pose problème. Je suis désolé. Voilà. Alors, Manji, attends, moi j'ai juste une petite remarque. Moi, j'entends. Donc, toi, tu es pour une constituante, c'est ce que tu nous as dit. Je te cite 2 exemples où ça n'a pas marché, la Tunisie et l'Égypte.
On fait comment? Mais c'est pas une raison, l'Égypte, il y a un coup d'État. On ne parlait pas de cette constitution en Égypte, il y a eu un coup d'État en Égypte. En Tunisie, écoutez, la Tunisie, on voit bien que le système il est revenu. Bah oui, mais c'était la constituante. C'était remis. Je tiens à dire qu'en Tunisie, le peuple redemande Ben Ali. Hein. Excusez-moi, on a fait la même technique en Égypte et en Tunisie. On a créé la pénurie, on a affamé le peuple pour un truc. Pour l'instant, en Algérie, c'est pas une révolution. Non mais Manji, sois raisonnable. Je te connais trop bien, Manji. Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu me parles de constituante. Moi, je te dis oui, d'accord, j'entends. Je te donne 2 exemples où ça n'a pas marché. Et tu bugs. Ça n'a pas marché. Il y a eu un coup d'État en Égypte. Est-ce que maintenant en Égypte... Bon alors, parle-moi de la Tunisie alors. La Tunisie. Vous parlez pas de... Ça n'a pas marché. D'accord. Et la Tunisie. La Tunisie. Il y a coup de force. Manji. Sur les gens. Là, j'ai 3000 personnes sur la place Tahrir, sur la place Sarab al-Adawiya. Oui, d'accord. À la mosquée de Nahda. D'accord. Et la Tunisie, Manji, la Tunisie. Aujourd'hui, je regardais les chiffres. Excusez-moi, Christophe, 2 secondes. Aujourd'hui, regardez les chiffres. C'est hallucinant. Je les ai pas en tête. Ce matin, j'ai halluciné. Plus de 1000 docteurs, plus je crois, 5000 avocats qui sont dans les prisons actuellement de l'Égypte. Faut, à un moment donné, ne me parlez pas de l'Égypte. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je te parle de l'exemple tunisien, par exemple, la constituante. Aujourd'hui, a permis que tous les anciens du retour, enfin, tous les anciens du système on peut revenir tranquillement au pouvoir. Oui, exactement. J'ai pas dit que c'était gagnant. Vous savez, c'est pas parce que ça n'a pas marché. La révolution française, bon, d'accord. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça n'a pas marché. Moi, quand je parlais de contre-révolution. Vous me faites quand même cette honnêteté. Quand j'ai parlé déjà à l'époque de contre-révolution, j'ai dit aux gens, faites attention, il y aura la contre-révolution. Il y a de gros intérêts. Vous croyez que les gens, qu'ils ont mangé toute la vie, de leur vie, dans les trucs, dans les couverts à nord, ils vont vous laisser le jour au lendemain comme ça. Et ils ont les dents qui ratent le parquet, ils vont vous manger. Manji, question importante, parce que moi, je veux aller jusqu'au bout du raisonnement. Comment va-t-on nommer les personnes de la constituante? Comment fait-on? Comment procède-t-on? En fait, ça, on fait comme à la Thatcher. Thatcher, elle vient et dit, il n'y a pas de solution, j'ai que ça là, et qu'est-ce que vous faites? Moi, je vous dis, ça se fait, vous savez, ça s'appelle la création. Ça se fait sur place. Moi, j'ai pas et vous croyez que le peuple va accepter comme ça que l'on désigne? Manji, est-ce que vous croyez que le peuple va accepter comme ça que l'on désigne des gens sans passer par le processus démocratique? Vous croyez, avec la méfiance et la défiance du peuple algérien à l'égard des autorités, on part pas en même temps. Méfiance et la défiance du peuple algérien à l'égard des politiques, et vous croyez comme ça y arriver en désignant des gens sans passer par un processus électoral? Qui a parlé de politique? J'ai parlé de politique, non? Non, mais vous me parlez de désignation. Vous m'avez parlé d'une constituante. Pardon? Vous faites exactement comme le régime, c'est-à-dire après nous c'est les déluges. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Manji, pas de procès d'attention. Manji, on peut pas débattre. Manji, pas de procès d'attention, Manji, vous n'êtes pas mon ventriloque, vous ne parlerez pas à ma place. D'accord? Donc je vous interdis de dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? Vous êtes en train de parler d'une constituante avec des gens qui sont désignés. Aujourd'hui, je vais vous le répéter. Écoute bien, Manji, laisse parler. Bon, je peux pas parler. J'ai dit à des commissions. C'est ce que vous m'avez parlé. Vous m'avez parlé de désignation à la Thatcher. Attendez, Thatcher, c'est vous, c'est moi qui l'avais évoqué. Manji, on s'écoute s'il te plaît. C'est important, tu sais, pour débattre, il faut s'écouter. Vous m'avez parlé d'une désignation à la Thatcher, d'accord? Ça entend qu'on ne passe pas par un processus démocratique. Aujourd'hui, l'Algérien, il a une méfiance, une défiance à l'égard des politiques algériens. Il les a tous chassés. Évidemment. Et je vous dis encore, aujourd'hui, il faut absolument pas déstabiliser l'Algérie en disant on peut pas faire quitter tous les cadres algériens parce que sinon on va justement à une déstabilisation. Donc il faut raison garder. Au revoir. On va manger. Mais il a raison. Salim et Manji, dès on balance des arguments, ça raccroche les gars. Hein. Je dis ça, je dis rien. À moins que ça soit un truc du standard. Attention, je retire. Si vraiment c'est notre standard, je m'en excuse auprès d'eux. Mais c'est bizarre, à des moments cruciaux, on balance des arguments, plus personne. Fatah, bonsoir. Fatah. Oui. Bonsoir, vous nous appelez d'où, Fatah?
Oui, salam alaikum, j'appelle de Provins. Bonsoir Fata de Provins, une belle ville Provins d'ailleurs. Oui, oui, très sympa. Le centre-ville de Provins est très sympa, oui. Bon, bah écoute, avec sa petite fête médiévale qu'on prépare. Exact, cité médiévale, voilà. Bon, ouais, Fata, d'accord ou pas d'accord avec Gued Salah alors? Alors, moi, je vais pas parler de Gued Salah, je parle juste du débat là. Oui. Lieu, là. Oui. Mounji, il m'agace. Je suis désolé, Mounji. Pourquoi il t'agace? Bon, arrête. Je suis désolé, je suis pas de mauvaise foi, mais c'est dur, quoi, d'entendre Mounji parce que il est dans une tribune et pas dans une optique de débat, d'arguments contre arguments. Alors peut-être qu'on nous entend mal par téléphone, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois d'échanger avec les auditeurs. Et je le dis souvent, c'est important que vous appeliez la radio et c'est même essentiel que vous puissiez donner votre avis qui nous intéresse, mais il faut aussi accepter le débat. Et pour accepter le débat, ça nécessite de l'écoute. Donc il faut écouter son interlocuteur. C'est comme ça qu'on fait avancer le débat. Au-delà de ça, j'interpelle tous les auditeurs qui appellent. Au-delà de ça, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui écoutent. Bien sûr. Donc parfois on a envie de couper. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Des fois on a envie de couper. Hein. C'est pas très agréable pour les auditeurs. Alors tiens, justement, je ferme la parenthèse. Je ne vais pas donner de leçons. Je suis très mal placé pour ça. Fata. Moi je voulais simplement, oui. Tu disais que Mounji t'agaçait, il est là. Alors tu vas pouvoir lui dire en direct. C'est ça qui est bien. Mounji, Fata te dit que tu l'agaces. Mounji. Non mais tu nous fais le coup de la panne, Mounji, arrête tes bêtises. Un tunnel. Mounji, t'es sous le tunnel à Marseille, là, c'est ça? Bon, allez, c'est pas grave, Mounji, à bientôt, t'auras l'occasion de nous rappeler, t'es chez toi ici, évidemment, tu le sais. Bon, Fata, on t'écoute, vas-y. Oui, alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'une constituante, on l'a déjà vu. Vous l'avez énoncé, Vous avez tout dit à ce sujet-là. Oui. C'est, à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Bah non. Donc, à un moment donné, il faut se mettre à l'évidence. C'est que, pour moi, ça, c'est ça me regarde. Et pour moi, la constituante, c'est un levier pour comment on s'appelle, une ingérence d'autres pays. C'est-à-dire qu'on met en place des gens, on pousse vers une constituante et on prend la main d'un certain pays. C'est souvent d'une approche. Souvent, si on a une approche systémique, on peut se rendre compte. Parce que tous ceux qui ont été poussés tous les pays qui a eu une constituante, ceux qui ont été mis en place dans la constituante, ils ont eu tous un dénominateur commun. Pardon ? J'en ai peut-être oublié parmi les exemples. Égypte, Tunisie. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Oui. Si vous envoyez d'autres, les gars, allez-y. Excuse-moi, je te coupe. Oui, juste pour dire que tous communément, il y a eu des pays derrière qui les soutenaient et qui éventuellement les finançaient, ce qu'on veut. Oui. Vous voyez ? Et donc ça, on n'en a pas besoin en Algérie, et ça, ce serait prendre un grand risque. À mon humble avis, il faut plutôt être raisonnable. Pendant 30 ans, on a souffert. Qu'est-ce que c'est? Il est où le problème si on souffre 1 an ou 2 ans de plus? Voilà, un peu de patience, voilà, oui. C'est du n'importe quoi. Bon, merci, pardon, juste une dernière chose. Oui. Ne jouons pas la fine bouche, s'il vous plaît. On a fait beaucoup de travail. Continuons. Soyons patients, ça va payer. Merci Fata, merci beaucoup et à très bientôt du côté de Provins. Alors, alors justement, c'est sur ce discours raisonnable peut-être, ou qui apparaît comme raisonnable, que l'on va clôturer ce débat aujourd'hui. Et je vous laisse le soin de nous apporter une petite conclusion, mon Philippe, parmi tous les intervenants qui sont intervenus, donc parmi les auditeurs, les réflexions apportées, parmi les arguments apportés. Quelle est ta synthèse un petit peu de tout cela? Mais écoute, je crois que Fata l'a bien résumé. Ouais. Non mais ça c'est trop facile, Philippe. Je t'ai pas embauché pour ça, moi. Non, mais je l'ai dit, je sais pas en quelle langue il faut que je le dise. La transition va se faire. Ce qui a été amorcé par le peuple est plus que respectueux. On voit depuis pratiquement 2 mois des millions de personnes dans la rue. Pas un débordement, il nettoie derrière, il nous donne une leçon de vie et de démocratie à la planète entière. Et ça doit bien ennuyer les fameux extrémistes qui nous pointent tout le temps du doigt. Ça les emmerde, oui. On demande un prix Nobel de la paix. Ouais. Non mais au peuple algérien. Oui, tout à fait. Au peuple algérien. Mais ça c'est logique. Non mais ça c'est une logique. Et mais du coup, là ça serait même scandaleux qu'il ne soit pas attribué, hein. Ah non, il ne sera pas attribué, il manquerait plus que ça.
Non mais t'imagines, on donne le prix Nobel au peuple algérien, mais il va y avoir des suicides collectifs. Non, faites pas ça quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on montre que de l'autre côté de la Méditerranée, on a beaucoup de leçons à apprendre. C'est ça, oui, d'accord. Tout le monde misait sur l'inverse, mais pour ne pas éluder la question et me défausser, parce que tu me demandais d'être honnête, s'il vous plaît, patience. Ok, les choses sont en train d'être mises en place. Effectivement, le peuple est légitime, mais le général et le chef d'état-major a été bien clair hier. Attention, ils sont sensibles. Plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées qui n'ont rien à voir avec le peuple algérien. Il y a des gens qui veulent le chaos et ça n'arrivera pas. Voilà, très bien. Abdeslam, petite conclusion? Oui, une petite conclusion. En fait, juste pour dire, et t'as bien résumé les choses par rapport à ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie. Je pense qu'il faut savoir tirer des leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Bien sûr. Donc, quand un processus ne fonctionne pas, il faut surtout pas justement rester sur ce mode de raisonnement et peut-être passer à autre chose. Donc, il faut sortir un petit peu de cette logique qui ne serait pas profitable à l'Algérie. Bon, la musique adoucit les mœurs, heureusement, les gars. France Maghreb 2, le coup de cœur. Le cœur de Bouriachi Philippe. Alors, c'est Nesrine, une chanteuse qu'on connaît bien, on avait invité d'ailleurs dans la spéciale du LGF au Cabaret Sauvage l'année dernière, mon cher Philippe. Pourquoi Nesrine? Parce que c'est une chanteuse talentueuse, c'est une chanteuse en devenir et qui n'a pas malheureusement beaucoup d'écho dans les médias, et je pense qu'il faut vraiment la soutenir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Nawel Zine, Santé Ramadan, du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Salam alaikum. Nous avons pendant le mois de Ramadan tendance à parler des bienfaits du jeûne. Et nous oublions quelquefois ces personnes qui, pour des raisons qui leur sont propres, ne peuvent jeûner. Le mois de Ramadan est un mois béni pour tous ceux qui le savent. Certains ne peuvent pas jeûner pour maladie passagère et ils pourront rattraper ces jours plus tard dans l'année, comme il est dit dans le Coran. Pour d'autres, le diagnostic d'une maladie chronique est posé et il leur est alors religieusement interdit de jeûner. Et parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, est miséricordieux et juste, il leur permettra de rester impliqués dans ce ramadan en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné. Ainsi, le musulman se sent parfaitement intégré dans la communauté à laquelle il veut appartenir, celle de ceux qui disent « Nous avons entendu et nous obéissons ». Cependant, il y a une autre catégorie de non-jeûneurs. Ce sont des personnes qui n'ont aucune raison religieuse de ne pas jeûner et qui ne l'observent pas. Les raisons peuvent être multiples. Ils n'ont pas appris à jeûner depuis leur jeune âge. Le rapport avec la religion s'est fait de façon brutale ou sans explication. Ce sont des gens qui ne jeûnent pas et qui se cachent de leur propre entourage pour manger. Et chaque année, ils redoutent l'annonce du premier jour de Ramadan et sont soulagés avec l'arrivée de l'Aïd. Si vous leur parlez, certains tristes et penauds vous diront qu'ils ont des migraines et que c'est trop dur de faire le Ramadan. Personne n'a le droit de les juger. Mais si l'un d'entre eux écoute cette chronique, j'aimerais lui dire qu'il peut jeûner, en réapprenant à la manière avec laquelle nous apprenons à nos enfants. Se lever le matin avec ceux qui jeûnent et essayer de tenir le maximum. Rajouter 1 heure le lendemain, ensuite 1 heure ou 2 le surlendemain, jusqu'à faire une journée entière et goûter cette joie de rompre le jeûne en famille. N'attendez pas. Décidez aujourd'hui de goûter à ce bonheur que ressent votre entourage et sachez que Dieu, subhanahu wa ta'ala, tient à vous faciliter vos actes d'adoration et non à vous les rendre difficiles. Demandez-lui, subhanahu wa ta'ala, de vous aider. Le véritable bonheur est de vivre dans le rappel de notre appartenance au Créateur des cieux et de la terre, car s'en éloigner est à coup sûr une vie vide de sens. Au paradis, auquel nous aspirons tous, Inch'Allah, le plus grand plaisir sera de voir sa face, la face du Seigneur, exalté soit-il. Il faut œuvrer ici-bas pour accéder, Inch'Ar-Rahman, à ce bonheur suprême. Que la paix soit sur nous et nous accompagne d'ici à notre dernière demeure. Wallahu a'la wa a'lam wa ahkam wa salam alaykum. C'était la chronique du docteur Nawel Zine du site santeramadan.fr, une chronique que vous pouvez réécouter sur le www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan.
LGF, le grand forum France Maghreb 2, merci d'être avec nous, 16h-18h, et puis à la rediff la nuit, n'oubliez pas, c'est de 1h à 3h du matin, et en podcast sur notre site www.francemaghreb2.fr. On peut podcaster l'émission du LGF, les gars, vous le saviez pas ça? Ça je sais. Voilà, www.francemaghreb2.fr. Bah oui, Mandestam, t'as vu? Voilà. Ça travaille. On est au 3.0 là. Oui, non, mais on est bien là, les gars, on est bien. Et l'appli, hein? Oh voilà, bah oui, évidemment, l'appli à télécharger sur l'Apple Store, sur le Play Store, selon que vous soyez sur Android ou sur Apple. Donc pour télécharger l'application France Maghreb 2, ainsi restez connectés avec votre radio partout là où vous trouvez. Oh voilà, ça vous dit une petite enveloppe? Oui, bien sûr. Oui, évidemment. À la fin du mois de Ramadan, jeu concours, on participe, on envoie OMRA au 72018, on se laisse guider pour évidemment participer à ce jeu concours, histoire de valider bien comme il faut votre participation et d'être tiré au sort le jour de l'Aïd, c'est-à-dire dans 2 semaines pile poil. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que si l'Aïd, on s'en tient au calendrier, etc., ça sera le 4 juin, Inch'Allah. Mais bon, il y a quand même ce qu'on appelle la nuit du doute. Oui. Il n'y a de doute que pour ceux qui regardent. Voilà. Je dis ça, je dis plus rien. 01 40 33 9000, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la vie tranchée de notre ami Boyachi avant de parler de Vincent Lambert. J'aimerais bien avoir vos réactions d'ailleurs. Peut-être que l'occasion d'écouter la vie tranchée de Boyachi, eh bien, vous laissez l'occasion de nous appeler au 01 40 33 9000. Vraiment, j'aimerais avoir votre avis sur l'affaire Vincent Lambert. Dans un instant, on en parle avec vous au 01 40 33 9000. Ah, la petite musique qu'on aime tant. La petite musique de la Ligue des Champions. Cette musique, pour qui va-t-elle résonner? Abdeslam ou Philippe Boyachi? Oh, que c'est bon. Pour moi. Ah oui? C'est sûr qu'elle résonne pour moi. Je me sens pousser des ailes. Voilà, c'était en guise d'entraînement, les gars, pour vous donner de l'envie, du punch et le zapping aussi à suivre. Tout ça, c'est avec nous, évidemment, jusque 18h. Soyez les bienvenus. Donc, pour l'heure, voici la vie tranchée de Philippe Boyachi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Philippe Boyachi, où le karaté n'y sera pas en 2024 pour les JO à Paris? JO Paris 2024, un karaté en 3 mots. Karaté en un seul mot, aussitôt rentré, aussitôt sorti. Le karaté dans le monde compte environ 70 millions de pratiquants. La FFKMA, c'est 250 000 licenciés en France, soit 5 fois plus que le taekwondo. Pour les 32e Olympiades des temps modernes à Tokyo en 2020, le karaté sera une discipline additionnelle, c'est-à-dire une des 5 disciplines en plus de celles qui y sont de droit. Bonne nouvelle pour les karatékas, me direz-vous, sauf qu'elle sera de très courte durée. Pour Paris 2024, le COJO, Comité d'organisation des Jeux Olympiques, a décidé de ne pas retenir le karaté. La colère de la FFKMA pour les JO de 2024 à Paris est justifiée. La FFKMA, c'est pour Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées. Petit cours d'histoire, le karaté, karaté-do, est un art martial japonais. Son origine est okinawaïenne, l'île principale de l'archipel des Ryukyu. Karaté-do peut se traduire par la voie de la main. Le karaté se pratique dans un dojo. Les élèves portent tous et toutes la même tenue blanche qu'on appelle kimono. On le pratique sur un tatami, quel que soit son rang social. Sur le tatami, nous sommes tous et toutes égaux. C'est le travail que vous fournirez qui fera la différence. Tout au long de son apprentissage, l'élève apprend des nouvelles techniques pour confirmer la transmission du savoir de son maître. Et au moment où son sensei le juge, le disciple passe différents grades qu'on appelle les kyu. À chaque kyu, sa ceinture, de blanche à noire, puis après les dan. Des nuances de contenu technique et philosophique sont relativement marquées en fonction du style. Shoniryu, Shotokan, Shotokai, Wadaryu, Shitoryu, Goryu. Oui, le karaté, c'est comme tous les autres arts martiaux, c'est avant tout une philosophie et un respect de son environnement, de la nature, des autres sans qui nous ne sommes rien, des valeurs qui sont codifiées, des anciens et surtout de soi. Pour acquérir la maîtrise de ces techniques, l'enseignement comporte 3 domaines d'études complémentaires. Le kyon, qui signifie la technique de base, les kata, qui signifie la forme. C'est un enchaînement codifié, structuré de techniques représentant un combat réel contre plusieurs assaillants virtuels quasiment simultanés. Le kumite, qui signifie le combat. Alors oui, je sais,
Sur ce coup-là, je suis un peu partisan. En effet, à l'âge de 7 ans, ma mère, qui en avait marre de me voir et que je me fasse molester à l'école, a décidé de m'inscrire à cet art martial. Et figurez-vous qu'elle a failli me retirer du dojo dès le premier cours. Mon sensei, maître Dartman Bessami, à qui je rends hommage, a commencé par m'enseigner la première règle du karaté. Elle se traduit par ainsi: mon enfant, tu seras un homme le jour où, au lieu de traverser la mare, tu la contourneras. Alors devant le danger, fuis toujours. Ma mère, à la fin du cours, interpella mon shidoshi en lui disant « Je vous confie la prunelle de mes yeux pour en faire un guerrier, pas un lâche ». Mon maître lui répondit « Lorsqu'on est fort, on n'a rien à prouver. Voici la philosophie des arts martiaux. Avant d'apprendre à la prunelle de vos yeux de donner le moindre coup de poing ou le moindre coup de pied, je vais d'abord lui apprendre à courir et à s'éloigner du danger. Tel est mon enseignement, car les cimetières sont remplis de vaillants guerriers. Les arts martiaux vous apprennent avant tout l'humilité, la maîtrise de soi, le respect, les règles, le dépassement de soi, le partage et la transmission. Je voudrais, à travers les valeurs transmises par mon sensei, apporter mon soutien ici à toutes ces femmes et ces hommes, ces bénévoles, toutes disciplines confondues, y compris le karaté, qui sacrifient une grande partie de leur temps personnel à s'occuper et à transmettre à nos enfants les valeurs du vivre ensemble. Mon avis tranché est un appel à la solidarité, à tous celles et tous ceux qui pratiquent le judo, le taekwondo, la boxe et la lutte, disciplines associées et déterminées pour les JO 2024, car seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Oui, le karaté doit être présent chez nous en 2024 pour ramener des médailles à la maison. Allez les bleus, allez. J'en profite pour adresser à mes samouraïs un grand os et je leur dis Arigato-mas, Gozai Mashita. Merci Boriachi. Pourquoi Abdeslam, le karaté c'est de la merde? Non mais c'est ce que t'as dit, il faut assumer mon vieux. Alors ça c'est une conversation privée. Je t'en remercie. À l'avenir j'éviterai d'écrire ce genre de... Non, c'est pas ça. C'est que en fait le comité olympique en fait on voit des disciplines entrer et sortir. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une discipline lorsqu'elle est en démonstration aux Jeux olympiques, il y a de très grandes chances à ce que l'olympiade suivante elle y soit. Ce que je veux juste dire, et en effet, pendant longtemps, le karaté n'y était pas. Mais j'ai envie de dire aussi le rugby, et le rugby vient d'y entrer. Il y a eu le rugby à 11, aujourd'hui il y a le rugby à 15 qui y entre. Ce que je veux juste dire, c'est que il faut de la place pour toutes les disciplines. Ensuite, j'entends le nombre de pratiquants de taekwondo en France qui serait en deçà du nombre de pratiquants de karaté, sauf que en matière de spectacle, c'est quand même beaucoup plus agréable de voir un combat de taekwondo parce que c'est du karaté aérien que de voir des combats de karaté. Ensuite, moi je suis plutôt alors je suis un boxeur. Et il y a une chose moi qui me frustre quand je vois un combat de karaté. Alors j'espère que le téléphone va sonner. Je suis gaucher, je suis un vrai gaucher. Ah ouais. Et alors j'ai boxé pendant longtemps. Mais alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'étais frustré quand je voyais des combats de karaté où c'était uniquement à la touche. Et moi je suis vraiment fan du contact et de ces sports de contact où justement il y a un travail, il y a un échange, il y a un transfert d'énergie à l'impact, ce qu'on voit sur les rings de boxe. Mais et cette expression corporelle aussi qui est très belle dans le mouvement du boxeur. Mais ensuite moi ce que j'aime et ce que je déteste, d'abord moi ce principe de grade, de ceinture blanche, ceinture noire me gêne profondément. Nous en boxe, Christophe, que tu aies un short bleu, un short vert, un short rose ou un short noir, ta valeur se mesure à ton niveau et à ta maîtrise. Donc nous on n'a pas du tout cette hiérarchisation qui pourrait faire partir toute humilité. Une personne lorsqu'elle arrive, on ne présume pas de ce qu'elle est, peu importe la couleur de son short, sa valeur elle est uniquement sportive. Donc voilà, c'est tout. Bon. Ensuite j'entendais les règles. Moi la première règle que j'imposais à mes pratiquants, parce que j'ai longtemps été entraîneur, la première règle c'est déjà être à l'heure. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est la première règle que je fixe à mes chroniqueurs aussi. 01 40 J'aimerais quand même rebondir. Non, on va pas passer non plus de ressort là-dessus. Non, c'est le karaté. Non, mais c'est bien. Alors c'est pas un karaté du coup. Oui, alors cette histoire de codification suite aux ceintures, c'est la transmission des cues. Je pense que quand on passe de classe supérieure, quand on est en CP, on n'est pas à l'école. Non, mais si, c'est l'école. Le karaté, c'est l'école. C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. L'école du sport.
c'est un dojo. Le dojo, il y a des règles. Au judo, c'est pareil. Et c'est aussi pouvoir permettre la transmission et la reconnaissance des anciens, ceux qui ont pratiqué avant toi, et le respect. C'est-à-dire que les gamins, quand ils sortent de l'école, ils repartent dans un truc qui est exactement le même processus qu'à l'école. Avec comme ça que ça motive, Abdeslam, ça motive. Mais c'est un enseignement, le karaté. C'est un état d'esprit. Mais la boxe aussi. Mais je ne dis pas le contraire. Moi, j'ai fait longtemps du. Alors si on met un boxeur face à un mec de karaté, qu'est-ce que ça donne? Ah bah écoute, faut juste voir ce qui se passe dans la cage. C'est toujours le boxeur qui gagne. Ah bah non, c'est faux. Tu sais, il y a une époque. Et je parle de boxe thaï, je parle de Muay Thai. Ouais, non, mais bon, écoute, il y a du karaté contact qui est devenu. Oui, ça va se finir sur le ring cette histoire. Non, mais pas du tout, au contraire. Bon, alors messieurs, il faut qu'on avance parce que le temps passe, hein, bien entendu. Dans l'actualité française, donc. Il y a le nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Les parents de Vincent Lambert, dans un état végétatif depuis plus de 10 ans maintenant, ont obtenu la reprise des traitements arrêtés quelques heures plus tôt, décision de la Cour d'appel de Paris. Et ce matin, l'hôpital de Reims, ils ont effectivement constaté, les parents de Vincent Lambert, que les traitements avaient repris. Alors cette décision juridique, elle a provoqué un certain malaise hier soir avec la diffusion d'images. On voyait des partisans des parents de Vincent Lambert fêter cette victoire en liesse pour le président du comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delfrécy. Il faut un peu d'apaisement à présent dans cette affaire. Écoutez ce qu'il dit. Je comprends toute l'émotion qui a lieu au niveau de sa famille, quels que soient les membres de cette famille, et puis vous l'imaginez aussi de l'équipe soignante qui vit ça probablement avec une certaine forme de complexité. Donc on est dans une situation vraiment extrêmement singulière qui peut peut-être nous aider à tirer des leçons. Enfin, je dirais que ce répit judiciaire qui vient d'être donné par la Cour d'appel doit nous permettre peut-être de mieux réfléchir et de retrouver un certain climat de sérénité et puis d'humanité. Selon vous, la loi Claes-Leonetti sur les droits des malades et des personnes en fin de vie est-elle suffisante? Écoutez, elle est là, mais elle n'est pas suffisamment connue ni appliquée. Les Français savent qu'il y a une loi, 60%, 40% d'entre eux savent qu'on parle de directive anticipée, et puis si on regarde ce qui se passe, il n'y a que 13% des Français qui ont fait leur directive anticipée. Alors on peut envisager de la modifier, peut-être qu'elle n'est pas suffisante, mais déjà le point principal, c'est appliquons-la. Et puis prenons la décision de fixer nos directives anticipées. Si cela avait été réalisé, nous ne serions pas dans cette histoire très difficile et un peu incompréhensible pour tout le monde. Incompréhensible, je pense que le mot est bien choisi pour Jean-François Delfrécy, le président du comité consultatif national d'éthique avec nos confrères de RFI. Votre réaction face à cette affaire dont on entend parler maintenant depuis plus de 8 ans, Philippe Boréchy? 11 ans. 11 ans même. 11 ans. C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué lorsque on n'a pas fait savoir à la famille, aux proches, de manière officielle, nos dernières volontés. Il y a plein de choses qui viennent s'imbriquer. Il y a le religieux, il y a aussi le philosophique. Il y a avant tout cet homme qui est dans un état où les médecins ont dit que ça serait irréversible, qui depuis 11 ans entend, visiblement d'après ce que j'ai compris du corps médical, ce qui se passe sans pouvoir réagir. Et ça serait juste à un moment donné de lui permettre d'avoir et de regagner sa dignité. Je comprends. Comment regagner sa dignité? C'est-à-dire par arrêter, par. Je pense. Mettre fin. Je pense, mais là du coup c'est ma philosophie qui en parle. Ouais, non mais d'accord. Il faudrait. La partage. Non, mais je sais que beaucoup la partagent, d'autres ne la partagent pas, et on occulte un fait sur la famille de Vincent Lambert, sur les parents qui sont quand même dans un groupe religieux ultra dur. Ah non, mais s'il s'était appelé Mohamed, non mais c'est quoi ce courant ultra dur, Philippe? Qui prône bien, et je peux comprendre la vie coûte que coûte, même au détriment de la dignité de la personne. Et c'est pour ça que je dis, il y a plein de choses qui sont imbriquées, et lorsque la religion rentre en ligne de compte, ça devient très difficile. Moi, je pense
Donc toi, tu dis stop à cet acharnement. Moi, je dis stop à cet acharnement parce que là, on est réellement dans l'acharnement. Ouais. Il n'y a eu aucune évolution depuis 11 ans. Je veux bien qu'on puisse penser ça qu'il y a des choses, des milliers d'euros. Si tu fais à raison de 2000 euros par jour, mais je pense que c'est bien plus que ça. Non, ouais, 18, 20 000. Je trépine dans mon box. Ah, tu peux trépiner. Alors si c'est 18 000 par jour, tu multiplies par 365 multiplié par 11, on va facilement atteindre à vérifier, parce que bon, voilà, les grands spécialistes nous le diront. Les 20-30 millions d'euros. C'est impressionnant. Moi, j'avais eu écho des chiffres qui, au quotidien, dans un centre de réanimation, c'est absolument incroyable. Hein. Bien sûr. Abdeslam, tu trépines. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, présumé de l'appartenance des parents à un courant. C'est pas présumé, c'est officiel. Non, mais c'est de la présomption. Non, c'est officiel. La présomption, c'est ils l'ont clairement dit, Philippe, ils l'ont annoncé. Philippe, moi, je ne suis dans aucun courant ultra dur, et pourtant, je ne partage pas ton avis. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on touche là au digue. Partage pas son avis. Alors, on touche au digue de l'éthique. Oui. Alors, moi, juste une chose, Philippe, pour me comparer à toi, tu es pour la mort, moi je suis pour la vie. Il n'a pas dit ça. C'est parce que je dis, tu es pour la mort, je suis pour la vie. Je suis pour la dignité. Alors, on pourrait entendre comment elle s'appelle l'autre, Brigitte Bardot là, quand elle parle des animaux. Non mais ça c'est de l'argument à Brigitte Bardot ça. Excuse-moi. Non mais je suis désolé. Toi tu es pour la mort, toi tu es pour la vie. D'abord, vous avez abordé l'aspect financier. Oui. Moi je pense que moi je suis pour la solidarité nationale. Donc que l'on cotise pour des gens qui sont à l'hôpital et qui ont besoin de soins et autres. Moi ça me gêne pas de donner. Donc le problème de l'argent est dégagé et on n'en parle pas. Ce que je veux juste dire, c'est que la question qui se pose, c'est qui est plus à même de représenter les volontés du défunt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour information aux auditeurs, il existe le registre national des dernières volontés. Vous pouvez vous rendre dessus et écrire ce que vous souhaitez pour votre mort. Voilà, je vais pas aborder le sujet. Un octogone Boriachi, il tâche moi. C'est ça que je. Why not? Mais sans le contrat. Mais alors moi cette année j'ai été exposé à un cas très grave où j'ai dû aller au tribunal pour faire valoir des droits par rapport à un défunt dans ma famille qu'il fallait enterrer et que si mon frère avait fait le nécessaire et c'était inscrit sur le registre national des dernières volontés et qu'il avait fait savoir ses volontés, on n'en serait pas arrivé à un tel déchirement. Bon. Mais sur l'affaire Vincent Lambert, Abdeslam. Est-ce qu'on peut parler d'un acharnement? Mais la question, Christophe, c'est qui est le plus à même de représenter Vincent Lambert? Sa femme ou ses parents? Ah, alors là, ça c'est une vraie question. Mais c'est ça la question. Mais d'après la loi, c'est sa femme. Et c'est bien ça le problème. Moi, je me suis heurté à la justice par rapport à ça, parce que moi, j'estime que c'est aux parents de décider pour leurs enfants ce qui est. Les parents sont pour la poursuite du traitement. Hein. Exactement. Parce que et d'ailleurs, ce qui a fait reculer les scientifiques, c'est que Lambert s'est mis à pleurer et ils se sont rendus compte qu'il y avait encore une conscience et qu'il souhaitait vivre. Les médecins apparemment ont dit ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire quoi. Eh ben, détrompe-toi parce que hier il a pleuré et ils ont bien vu qu'il était conscient de ce qui était en train de lui arriver. Mais il a pleuré de quoi? Parce qu'on continue à s'acharner sur lui ou il a pleuré? Mais alors, libre interprétation à toi, tu as ta grille de lecture et j'ai la mienne. Non, j'ai pas de grille de lecture, je pose des questions. Non, écoute. Mais en tout cas, cette affaire quand même suscite beaucoup de questions et des débats qu'il va falloir qu'on ait un de ces quatre parce que il y a l'aspect religieux effectivement, mais il y a l'aspect aussi. Je peux te poser une question à Abdeslam? Ouais. Sérieux, hein, c'est pas un piège. Je voudrais juste ton avis personnel et je te le souhaite pas de tout cœur. Si tu étais dans le cadre de Vincent Lambert, quelle serait ta décision? Quel serait ton choix? Attends, si j'étais dans un état végétatif, je pourrais pas très bon. Non mais avant. Alors maintenant, tes dernières volontés, excusez-moi. Non, moi je suis. Alors, du coup, tu veux qu'on s'acharne? On va un peu sur l'aspect idéologique, mais je suis contre le suicide et je suis contre une mort programmée. Donc non, je suis contre. Moi, je voudrais qu'on me maintienne jusqu'au bout. Ah ouais? Ouais. D'accord. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Bon, dans un instant, coûte que coûte, le vainqueur de la Ligue des Champions ou du quiz du LGF à suivre sur notre radio. J'étais franc dans ma réponse. Du coup, moi, je le dis officiellement. Oui. Dis-le. S'il y avait un souci avec moi, je voudrais qu'on m'aide à partir avec la plus grande dignité. Très bien. Madame, avant tout, on peut rester avec la dignité. Donner tous mes organes. Non, mais rester, c'est pas être indigne. Non. Je voudrais, moi, je l'annonce officiellement, je voudrais partir avec toute la dignité et laissez-moi partir tranquillement, dignement. C'est pas indigne de rester. Et si mes organes sont encore valables, s'il vous plaît, donnez-les à des gens parce que moi, là où je serai, il me servira. Bravo, mon Fifi. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le quiz du LGF, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum avec Philippe Boriachi, avec Abdeslam Itache et on sort le ring. C'est parti pour le quiz du LGF, les gars.
Attention, j'ai des petites questions à vous poser. Ça s'est passé un 21 mai. Nous sommes le 21 mai, messieurs. On va tester un petit peu pour voir ce que vous valez. Tiens, première question. C'est le 21 mai, justement, que le cimetière du Père-Lachaise ouvrait officiellement ses portes. Moi, je vous pose la question, en quelle année? Ah ouais. Ah ouais, alors, attends, c'est pas une question, là. C'est... En quelle année? Non, regardez pas sur Internet. Non, regarde pas. En quelle année? Allez, citez vos. D'abord, en quelle... à peu près 1680. Non, un peu plus. Non, c'était 1789. Plus. 1750. Plus. 1820. Alors, c'est entre les deux, les gars. 1810. Un peu moins. 1807. 1807. Moins. 1800. Moins que 5. 1804. Bravo. Bonne réponse. One point. Abdeslam Itache. One point. C'est en 1904, le 21 mai, que donc, effectivement, le Père-Lachaise ouvrait ses portes. Deuxième question, les gars. La FIFA, vous connaissez? Oui. C'est la Fédération Internationale de Football, association. 1904. Non, c'est pas ça ma question. Elle a été fondée effectivement en 1904. Je Oui. vous demande, dans quelle ville d'Europe a-t-elle été fondée? Genève. Absolument pas. Zurich. Non plus. Paris. Paris, pas de réponse. 2 points pour Abdeslam Itache. Effectivement. Troisième question. 2-0 pour Abdeslam. Quel est le premier chanteur occidental, messieurs dames, à s'être produit en tournée en Union soviétique en 1979? Je vous demande. Gilbert un chanteur. Bécaud. Absolument pas. Il est anglais. Quoi? Un chanteur. Paul McCartney. Absolument pas. Quelle année tu dis? Il a chanté en 1979. Il est parti en tournée. C'était le premier chanteur occidental à s'être produit en tournée en Union soviétique. Si je vous donne un indice, Ouais. Lady Diana. Elton John. Elton John. Oui. Sir Elton John. Boriachi, le point. 1 point. Sacrifice. Oui, ça a été le premier chanteur en fait occidental à s'être produit en 1979 en URSS, une tournée qui lui a valu donc cette consécration. Ah, j'aime bien Elton John. Alors les gars, on continue. 2-1 pour Abdeslam Itache. On enchaîne avec cette nouvelle question. Quel a été le premier premier ministre nommé par François Mitterrand en 81, le 21 mai? Bancard. Non, Pas du tout. C'est Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, le point pour Abdeslam Itache. Et j'ai peut-être une quatrième question, ça c'est pour la route les gars. Et je pense que le combat semble scellé, en tout cas pour ce soir, mon cher Philippe Poyachi, puisque le score est de 3-1 pour l'instant. Alors une autre petite question. Oui, c'est bien ça, je suis bien, parce que j'ai un peu de mal avec les chiffres moi. C'est ça. Donc c'était Pierre Mauroy. Alors je cherche la mort d'un ancien Premier ministre. En 1991, il a été tué. Non, pas du tout. Écoute bien jusqu'à la fin. Il a été tué par une bombe qu'on avait d'ailleurs dissimulée plutôt dans un panier de fleurs. De quel ancien Premier ministre s'agit-il? Il n'est pas français. Je précise. Absolument pas. Massoud? Non plus. Non, Premier ministre. En 91, disparition d'un ancien Premier ministre d'un pays, très grand pays. Il a été tué donc suite à une bombe qu'on aurait dissimulée dans un panier de fleurs. De qui s'agit-il là? Alors. Un indice. Le pays, au moins le pays. Le pays. Ah, c'est le Pakistan, non? C'est pas. Non, c'est pas loin. C'est l'Inde. Oui. C'est Gandhi. Gandhi. Oh là, magnifique. Il était Premier ministre, Gandhi. Ancien Premier ministre, oui. En 91, Gandhi? Non, j'ai pas dit ça. Il est mort en 91. Attends, faut bien écouter mes questions. Mais attends. Je cherche l'ancien Premier ministre. D'accord. Qui est mort en 91. Ah ouais. Et qui est mort, a priori, d'après les informations, suite à une bombe qu'on aurait dissimulée dans un panier de fleurs. Voilà la question que j'ai posée. Mon cher Christophe, j'ai le droit au générique. Ah bah, là, je pense que franchement, Abdeslam la mérite. Alléluia. Bravo. Eh ouais. Bravo. J'en connais ma défaite. 4-1, un score sans bavure. J'en connais ma défaite. Magnifique. Demain, ça promet d'être sympa avec Gamal Abina, Faiza Ben Mohamed, Besma Maghrebi et Dionor. Excellent. Bravo. Oh là, ça va être bon plateau, quel plateau avec notre invité demain, Hinda Djeridi. Alors elle fait de la politique, notre Hinda Djeridi maintenant.
On verra avec elle. Bon, on a le temps pour un petit zapping rapide. Allez, c'est parti. J'ai 2-3 trucs à vous faire écouter quand même avant de partir. Il était l'invité hier soir de France 5. L'émission C'est à vous de Anne-Elisabeth Lemoine. L'ancien ministre de la Culture Jacques Lang s'est offusqué, messieurs dames, de cette campagne de boycott envers Alain Delon, mais aussi Woody Allen. Écoutez, Jacques Lang, il est pas content, il est tout rouge. On va pas poignarder un écrivain, un créateur, un acteur parce qu'il a à un moment ou à un autre fauté vis-à-vis de ce qu'on croit être la bonne pensée. Ça veut dire qu'on va instaurer un tribunal de l'ordre moral qui va décider si l'on doit reconnaître ou ne pas reconnaître. Et en ce moment, il y a un vrai scandale. C'est le comportement à l'égard de Woody Allen. Woody Allen, auquel les éditeurs américains refusent de publier ses mémoires, en raison d'ailleurs d'accusations, je le crois personnellement, infondées, qui viennent de rivalités internes à la famille. De même qu'il ne peut plus tourner de films aux États-Unis, il est en ce moment en Espagne. Alors, va-t-on continuer à accepter cette forme de censure morale, finalement censure économique, cette forme d'interdit? Qu'on exprime librement ses idées, c'est une chose, mais qu'on prohibe l'œuvre d'un créateur, c'en est une autre, et je ne l'accepte pas. Il ne l'accepte pas. Voilà, Jacques Lang, il est fâché tout rouge contre l'appel au boycott contre Woody Allen et contre Alain Delon qui a reçu un grand prix lors du Festival de Cannes dimanche dernier. On n'aura pas le temps d'écouter Nicole Moran qui s'est pris la tête maintenant dans l'émission de Pro avec une journaliste de Valeurs Actuelles. Je sais pas s'il faut dire grand chose d'ailleurs sur ce rappeur parce que je sais même pas s'il se rend compte de texte qu'il dit, mais bon. Ah, il est dans la provoque pour faire du buzz et faire du chiffre. Je peux dire juste un truc sur Jacques Lang? Oui. C'est pas lui qui est venu, bonjour, c'est Jack. C'est pas lui qui est venu secourir Roman Polanski? Si. D'accord, ok. Et c'est lui qui avait écrit un livre où il racontait ses aventures en Thaïlande avec des gosses. Absolument. Bon, alors, un petit coup de cœur d'Abdeslam Itache pour terminer cette émission. Mon cher ami Abdeslam, on t'écoute. Alors, j'ai un petit texte pour le coup, c'est le collectif Odonien, Solidarité Migrants. Alors, Odoniens, ce sont les habitants de Saint-Ouen. Le CASM est un groupe d'habitants de Saint-Ouen composé de membres de la société civile, totalement indépendants, qui vient en aide aux migrants. Il est apparu quand ces derniers venus du Soudan, d'Afghanistan, du Nigeria ou encore de Guinée ont posé leur tente à l'entrée de la ville. Il est né le 6 janvier 2018, quand un appel de la solidarité a été lancé pour leur venir en aide. Des dizaines d'Odoniens se sont alors mobilisés. Depuis, il organise chaque mercredi des distributions de nourriture, de tentes, de couvertures, de produits d'hygiène et autres produits de première nécessité. Il aide également les migrants dans leur démarche administrative. Vous pouvez aider le CASM en rejoignant le collectif, accompagner ses membres dans les maraudes en faisant un don à partir du lien inscrit sur la page Facebook du collectif Odonien Solidarité Migrants, le CASM. Je voulais juste saluer les personnes, donc Lagdar, Sherazade, Olivier, Johanna, LGF, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site www.francemaghreb2.fr. Rediffusion de l'émission le nuit entre 1h et 3h du matin. Bonne soirée à tous, Sarah Tolcom, messieurs, et rendez-vous très bientôt, messieurs. Demain, un gros plateau, je sais pas comment on va gérer, mais on va gérer. Restez avec nous. Jeudi, on aura des invités. Alors, demain, on a Inda Geridi qui va nous présenter son parti politique. L'UDMF, invité jeudi avec Louati, ça va être sympa ça. Et puis vendredi, on sera en direct de Saint-Denis à l'occasion des tables du Ramadan avec le Secours Islamique pour toute une après-midi pour faire découvrir vraiment ce personnel absolument incroyable où ils servent plus de 1000 repas par jour à Saint-Denis, donc en direct de là-bas. Voilà, donc vendredi à partir de 15h pour une grande émission de Ensemble Solidaire et du Grand Forum. Merci de rester avec nous dans un instant. Le grand jeu du Ramadan sur France Maghreb 2 avec un billet d'avion à gagner direction Algérie, Maroc, Tunisie, bref, du soleil quoi. France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.